Les spéciales de l'info sur Sensation. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation pour une émission spéciale. Juste avant les résultats du second tour de l'élection présidentielle, on vote encore en ce moment même dans les bureaux de vote pour choisir notre prochain président de la République. Mais que sait-on vraiment sur son rôle? Pour tout comprendre sur la fonction présidentielle, je reçois dans cette émission l'écrivain et juriste Paul de Vaublanc. Dans une deuxième partie, nous accueillerons Delphine Solière, la directrice des magazines Moins de 12 ans chez Bayard Jeunesse. Nous verrons avec elle comment parler politique avec les enfants et les adolescents. Les spéciales de l'info. Paul de Vaublanc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio Sensation. Vous êtes juriste et avez travaillé au sein de plusieurs ministères. Aujourd'hui, vous travaillez dans un organisme privé. Vous êtes l'auteur du Petit Guide insolite du président de la République, un livre sorti en mars 2022 aux éditions Henrik B. Alors, ce livre est la version actualisée d'un premier ouvrage que vous aviez sorti en 2015, intitulé Président mode d'emploi. Alors, parfois appelée la fonction suprême, la place du président de la République fascine et attire la curiosité. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'étudier davantage et d'en faire un livre ? Sans doute parce que c'est une source inépuisable d'anecdotes, de découvertes et de surprises. Et qu'en réalité, on s'aperçoit, quand bien même on avait travaillé dessus auparavant, qu'il y a plein d'autres choses à découvrir et qui sont insolites et décalées. Alors quand on pense à cette fonction du président de la République, il y a souvent un terme qui revient, c'est le terme de monarque républicain pour le désigner. Est-ce que vous partagez cette vision, vous qui l'avez étudiée dans toutes ces anecdotes ? Oui, absolument. En fait, cette expression, elle vient du rédacteur lui-même de la Constitution, Michel Debré, qui a été le Premier ministre du général de Gaulle. Et Michel Debré, effectivement, disait, voilà, on a fabriqué un monarque républicain et on ne peut être que d'accord avec ça, puisqu'on s'aperçoit que la Constitution fait tout pour protéger le président de la République. Il a une immunité présidentielle, on ne peut pas le renverser, on ne peut pas lui refuser de réétudier des lois, on ne peut pas contester devant les juges certaines de ses décisions. C'est un monarque, mais dans une république. Alors, dans votre livre, vous avez compilé tout un tas de petites anecdotes sur la fonction présidentielle. Comment est-ce que vous avez procédé pour les trouver, ces anecdotes, puis ensuite pour les rédiger? Vous avez sélectionné, j'imagine. Oui, comment fait-on déjà il y a plein d'exemples qui viennent de l'actualité, où on lit un article, où on écoute la radio, où on s'aperçoit que, tiens, il y a cette anecdote que j'ignorais. Ensuite, on essaye de développer et surtout, ce que le livre s'attache à faire, c'est de sourcer les choses. C'est-à-dire que tout ça provient euh, d'un article de loi, d'une pratique, d'une tradition, mais il faut que ce soit sourcé. Alors, un peu d'histoire pour commencer le tour de plusieurs anecdotes. D'abord, qui, pour la première fois, a été élu président de la République française? Alors, qui a été élu pour la première fois président de la République française? C'est une bonne question. Alors, pour l'anecdote, sous la Première République, il n'y a pas de président. C'est un collège, il n'y a pas de président en tant que tel. En réalité, c'est sous la Seconde République, et c'est Louis-Napoléon Bonaparte qui va être élu président de la République au suffrage universel direct, mais élu uniquement par les hommes, puisqu'à l'époque, les femmes n'ont pas le droit de voter. Et là, on est en 1848, et le président de la République, par la suite, qui sera élu au suffrage universel direct, ce sera Charles de Gaulle en 1965, donc bien des années plus tard. Louis-Napoléon Bonaparte, qui ensuite est devenu empereur des Français. Et absolument. Ça, il a eu un mandat de 4 ans. Oui. Alors j'aimerais parler maintenant de la grâce présidentielle. Alors le président peut, comme le roi avant lui, faire grâce à titre individuel. Y a-t-il des restrictions à ce pouvoir? Et est-ce que ça arrive souvent qu'un président de la République puisse faire grâce? Donc c'est arrivé souvent? Là, ça rejoint exactement votre remarque de tout à l'heure. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple de monarque républicain. Non, il n'y a pas de condition. Une personne est condamnée, elle peut demander
au chef de l'État un droit de grâce, celui-ci peut l'accorder ou pas. Il n'a pas à justifier sa décision. Le décret qui va accorder le droit de grâce n'est même pas publié au journal officiel. Donc on ne peut pas attaquer ce décret. Alors effectivement, depuis plusieurs années, ça ne peut être qu'un droit de grâce à titre individuel et non plus collectif. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce droit de grâce est exercé 4-5 fois par an. Voilà, c'est moins fréquent qu'avant. Alors quand on pense au président de la République et donc à ses pouvoirs, on pense aussi à l'arme nucléaire. Le président a-t-il vraiment une mallette avec des boutons comme on l'imagine souvent? Alors c'est vrai que c'est un domaine qui est quand même très protégé, donc on n'a pas beaucoup d'informations, mais ce qu'on ce qu'on dit, ce qu'on lit à droite et à gauche, c'est que quand on voit un chef de l'État se déplacer, il est entouré très souvent de militaires qui ont une valise, et il se dit que que cette valise permettrait techniquement d'enclencher la frappe nucléaire où que se trouve le président de la République. Alors parlons maintenant d'un article assez important, c'est l'article 16 de la Constitution. Il explique que le président peut prendre les pleins pouvoirs. Alors une sorte de dictature présidentielle, y a-t-il des conditions et comment est-ce que ce pouvoir si fort, a priori, a-t-il pu se retrouver dans la Constitution? Oui, alors c'est un article incroyable parce que on ne le retrouve nulle part au monde. Effectivement, une petite marche arrière, hein. On est en juin 40, les Allemands envahissent la France et le pays s'effondre, littéralement. Et en réalité, lorsque Charles de Gaulle revient au pouvoir en 1958, il a ce souvenir et il se dit, mais en réalité, en 1940, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de patron, pas de pouvoir. Et donc, il inscrit dans la Constitution cet article qui, effectivement, dit que en cas de crise, de dysfonctionnement, d'un fonctionnement irrégulier des pouvoirs publics, un territoire qui est en danger, etc., il y a plusieurs conditions, il peut prendre les pleins pouvoirs. Alors, ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que, en fait, pour mettre en œuvre cet article, il doit demander l'avis à certaines personnalités, mais il n'a en aucun cas à demander leur autorisation. C'est simplement un avis qu'il demande. Un avis Et consultatif, donc, donc. voilà, le locataire de l'Élysée peut de lui-même décider d'instaurer ce que certains appellent une dictature temporaire. Il doit tout de même se passer un événement exceptionnel, mais en termes de droit, est-ce que c'est à l'appréciation du chef de l'État ou C'est à l'appréciation unique du chef de l'État. autre C'est tradition que les plus attentifs observateurs de la vie politique auront remarqué, le président de la République ne peut pas entrer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors d'où vient cette coutume? Alors là aussi, c'est l'histoire hein, qui répond à votre question, c'est-à-dire que au tout début de la Troisième République, on a une Assemblée nationale qui, paradoxalement, est composée majoritairement de monarchistes. Et en fait, ils attendent de restaurer le roi. Bon, bref, ça ne marchera pas. Hein. Et le président de la République de l'époque, Adolphe Thiers, lui était un républicain et c'était un orateur hors pair. Et donc, lorsqu'il se rendait à l'Assemblée nationale pour faire un discours, certains députés monarchistes avaient peur qu'il puisse un peu convaincre certains ma foi, de se rallier à la République parce que ses talents orateurs étaient énormes. Et donc, du coup, on a élaboré une règle toute simple en disant que le président de la République n'a pas le droit de rentrer dans l'hémicycle, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et cette règle, elle perdure aujourd'hui. Un chef de l'État, il peut s'exprimer devant les parlementaires, mais au Congrès, à Versailles. Il n'a pas le droit d'aller à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et son discours peut faire l'objet de débats, mais sans sa présence. Exactement. Et là aussi, on se rend bien compte de la volonté, en fait, du rédacteur de la Constitution de protéger la fonction. Effectivement, le président de la République s'exprime devant le Congrès. Son discours peut donner lieu à un débat, mais pour ce faire, il faut que lui ne soit plus physiquement là. Et en fait, c'est la volonté de le protéger et de ne pas montrer à la télévision des images de parlementaires qui pourraient l'injurier ou le déstabiliser. Le président de la République française est aussi un prince. Alors ça peut être plus surprenant. Car oui, il possède le titre de coprince de la principauté d'Andorre.
Alors comment est-ce que cela est possible, Paul de Vaublanc? Oui, 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 c'est possible et ça, c'est, un titre qui est, multiséculaire puisque ça remonte à Henri IV. En fait, Henri IV était à la tête, d'Andorre. Il était comte 2 fois et lorsque, il a pris, la tête du pays, de la France, bah, entre guillemets, «il est arrivé avec ce titre» et donc encore aujourd'hui, le chef de l'État a ce titre et tous les alors peut-être pas Georges Pompidou de mémoire, mais en tout cas, les présidents depuis Charles de Gaulle s'y rendent au moins une fois par an à Andorre et c'est pas un titre si symbolique que ça, parce que ça lui confère de réels pouvoirs, hein. Là-bas, il nomme des juges, il peut accorder le droit de grâce, il ratifie les traités internationaux, ça n'est pas que symbolique. Et donc le chef de l'État français est coprince. Qui est le 2e prince d'Andorre? C'est l'évêque d'Urgell, c'est une région en Espagne, et c'est amusant de souligner que c'est le seul religieux avec le pape qui a un pouvoir politique. Alors après son élection, la tradition veut que le président de la République soit reçu à la mairie de Paris. Il y a une relation particulière entre le président et les Parisiens, entre le pouvoir central et la capitale, Paul de Vaublanc? Oui, 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 complètement. C'est vrai que déjà souligner que tous les présidents respectent cette tradition et cette tradition, elle s'exécute très vite, hein, quelques heures après l'investiture. Donc c'est une symbolique très forte. C'est très important parce que effectivement, ça montre en fait deux choses. L'importance, vous le disiez, de Paris, la soumission de Paris au pouvoir de l'État, au président de la République, et en même temps, ça montre bien que Paris a une importance cruciale parce que ça permet au maire de Paris, ce jour-là, de faire un discours. Or, ce jour-là, il n'y a que le président de la République qui fait un discours. Mmh. Le jour de l'investiture, le président du Conseil constitutionnel ne va faire, entre guillemets, que lire Mmh. la déclaration des résultats. Ensuite, le président fait un discours. Et puis, par la suite, le maire de Paris, parce qu'il est maire de Paris, va faire un discours entre guillemets, au même, enfin, comme le président de la République. Donc la symbolique est très forte. Oui. Est-ce que vous auriez l'idée de demander au président de la République d'être le parrain de votre petit dernier? Eh bien, c'était possible avant. Une tradition voulait que l'on puisse demander au président d'être le parrain de notre 13e enfant. Alors, je dis pas de bêtises, Paul de Volant, ça a vraiment existé? Tout ce que vous dites est vrai. Ça a vraiment existé. Euh, j'ai essayé de chercher le pourquoi de cette règle. Alors, j'ai pas vraiment réussi. Simplement, on peut en déduire que l'objectif était de favoriser la natalité. Parce que, comme vous le disiez, la possibilité d'avoir comme parrain le président de la République n'était possible que si la famille était composée de 13 enfants. Et en fait, Charles de Gaulle a accepté ce titre. Dans le livre, donne un exemple où il prend son rôle à cœur, hein, parce que de mémoire, il lui offre un livret A, enfin un livret d'épargne. Il lui offre des cuillères en argent, etc. Mais depuis Charles de Gaulle, cette tradition n'existe plus. Alors, pour être président de la République, il faut parfois faire preuve de patience. Alors, on est habitué, nous, à l'élection présidentielle à 2 tours. Pourtant, une fois, un président de la République a été élu au bout du 13e tour. Et oui, on a compté jusque-là. Paul de Vaublanc, c'était une autre République, non? C'était pas la 5e. Et non, c'est pas la cinquième, c'était la quatrième République. Et effectivement, vous le faites bien de le souligner parce qu'à l'époque, c'était pas au suffrage universel direct. C'était le Parlement, les députés et les sénateurs qui élisaient le président de la République. Et ça donnait lieu à des batailles politiques très fortes, très dures. Et donc, des mésententes, des alliances, des désistements, des bon bref. Et du coup, effectivement, c'est René Coty qui, en décembre 53, a été élu président de la République au 13e tour. Ça n'aura échappé à personne, le président de la République travaille à l'Élysée. En revanche, Paul de Vaublanc, est-ce qu'il est obligé d'y vivre avec sa famille? Non, 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 non. Il a des appartements privés au sein de l'Élysée. Il n'est pas tenu d'y vivre. En fait,
paradoxalement, beaucoup vivent à l'Élysée, mais peu en gardent un souvenir ému. Il y a souvent une expression qui revient parmi les anciens chefs d'État en disant c'est une prison dorée. C'est-à-dire que faut bien s'imaginer ce que c'est. Hein. C'est un palais avec 365 pièces, et beaucoup en fait mettent en avant un sentiment de solitude important. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est le président Giscard d'Estaing qui expliquait que par moment il se mettait à un certain endroit dans le jardin et il se surprenait à n'entendre aucun bruit, alors qu'on est quand même au cœur de la capitale, hein, et il n'entendait aucun bruit. Voilà, donc dans les faits, ils y vivent, même s'ils y sont pas tenus, mais tous n'en gardent pas un bon souvenir. Bien, merci beaucoup, Paul de Vaublanc, d'avoir partagé toutes ces anecdotes avec nous. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, je vous rappelle que vous êtes l'auteur donc, du Petit Guide insolite du président de la République aux éditions Henrik B. Donc, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus et connaître encore de nouvelles anecdotes. Les spéciales de l'info. Bonjour Delphine Solière. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Sensation. Vous êtes la directrice des magazines moins de 12 ans à Bayard Jeunesse. Alors, ces derniers mois, les enfants ont pu se poser de nombreuses questions par rapport à l'élection présidentielle. C'est quoi la République ? Pourquoi est-ce que l'on vote ? Quels sont les pouvoirs du président ? Alors comment y répondre avec pédagogie ? Voilà le défi que vous vous êtes lancé à Bayard Jeunesse, Delphine Solière, avec une grande opération d'éducation à la citoyenneté à travers vos magazines pour enfants comme Youpi, Okapi ou encore Astrapi. Alors à quelques heures du deuxième tour, quel premier bilan est-ce que vous faites sur cette opération ? Écoutez, on est vraiment enchantés d'avoir fait tout ce travail effectivement de pédagogie, je pense que c'est le bon mot, pour bien faire comprendre aux enfants, même très jeunes, qu'ils sont déjà des citoyens et qu'ils sont tout à fait en droit de comprendre les institutions et les rendez-vous clés de la République et de la Ve République avec l'élection du président de la République. Et on a reçu énormément de courriers d'enfants, donc ça prouve qu'ils ont été vraiment intéressés par tous les angles que nous avons choisis pour leur parler de ce moment important de notre vie démocratique. Alors la politique, c'est parfois un sujet qui peut être un peu tabou, qu'il vaut mieux ne pas l'aborder en repas de famille ou avec des amis pour éviter parfois de plomber un peu l'ambiance. Alors qu'en est-il avec les enfants ? Est-ce que les Français en parlent plus facilement avec eux ? Alors c'est vraiment intéressant, on a réalisé il y a un peu plus d'un mois un sondage auprès de parents et d'enfants. Et on s'est rendu compte qu'à peu près 70% des parents parlaient de politique avec leurs enfants. Parler de politique, ça peut en fait couvrir beaucoup de choses. Ça peut être expliquer qu'on s'y intéresse, expliquer qu'on s'y intéresse pas, expliquer qu'on est d'accord ou pas avec tel ou tel sujet, avec tel ou tel homme politique ou femme politique. En fait, la famille, ça reste quand même le creuset de l'éducation et de l'initiation au monde pour toutes les données de la vie, dont la vie politique. Il faut aussi s'adapter à l'âge. Alors, on va commencer par les 5-8 ans. Quels sont les sujets que vous avez choisi d'aborder avec eux ? Alors, pour les petits, on est parti, en fait. Tout notre travail consiste à rencontrer des enfants, à les interroger et vraiment à s'adapter à leur tranche d'âge. On s'est rendu compte que pour les petits, fin de la maternelle, début de l'école primaire, ils se posaient vraiment beaucoup de questions sur la vie quotidienne d'un président, comment il vit, où est-ce qu'il travaille et surtout où est-ce qu'il habite. Finalement, la maison, c'est ce qui est le lieu de référence des enfants. Donc on a choisi de raconter la République à travers le palais de l'Élysée. Donc finalement, à travers son quotidien et c'est donc le palais de l'Élysée, comment est-ce qu'on décrit justement pour les enfants ce grand palais qui est même parfois un petit peu même méconnu des Français ? Exactement. Et ce qui est très intéressant pour des enfants, c'est d'utiliser tous les modes de communication. Il y a l'écriture, bien sûr, mais aussi le dessin. Donc, on a pu faire un grand dépliant pour montrer les petits coins secrets de l'Élysée, pour voir aussi bien les cuisines, les salles de bain, puisque c'est aussi un lieu de vie privée, et puis les bureaux, les salons de réception, les jardins, qui y travaillent. Et en fait, on rentre par des petits détails, et ces petits détails-là, en fait, ça marque l'œil de l'enfant. Et puis ça intéresse tout le monde, parce que vous avez raison, on est beaucoup à ne pas savoir exactement comment ça se passe à l'Élysée.
Et si on n'habite pas Paris, on ne sait souvent pas où c'est situé dans Paris. Finalement, même les parents peuvent apprendre des choses en lisant les magazines pour les 5-8 ans. C'est toujours à double direction, parce que surtout quand les magazines sont lus à voix haute par des parents à leurs enfants. Donc on sait que quand on écrit pour des enfants, on écrit aussi pour les parents. Et puis nous avons nous-mêmes notre plaisir et notre intérêt de journaliste de découvrir des choses, d'avoir envie de les faire partager. On ne sait pas tout sur tout, même quand on est grand. Alors pour les 7-11 ans maintenant, on va passer à l'étape un petit peu supérieure. On peut aller un peu plus loin avec eux. Vous avez réussi à avoir une interview avec le président de la République. Les jeunes ont pu leur poser leurs questions. Alors qu'est-ce qui les intéressait le plus aux 7-11 ans ? Alors là, dans la continuité de ce que je vous ai dit sur les petits, les enfants de l'âge de l'école primaire sont quand même très très intéressés par toutes les petites anecdotes de la vie quotidienne. En fait, tout ce qui permet d'incarner la personne. Donc, qu'est-ce que mange un président, à quelle heure il se lève, qui est là quand il se réveille. Vous voyez un petit peu le côté Louis XIV. Aurait-il des laquais autour de lui à son réveil ? Ça nous a beaucoup amusés. Qu'est-ce qu'il mange, qui rencontre, et voilà, tous ces petits moments clés qui font que ce n'est pas que le président de la République n'est pas un robot, mais une vraie personne qui a une vie privée, une vie publique, des engagements et un temps de travail très élargi. Finalement, c'est le côté humain qui ressort de la personne. Oui. Nous, on a tendance, en tant que journaliste, à avoir une autre image un petit peu du jeu politique. Eux, vraiment, les enfants, ils restent sur le côté humain. Le côté humain et le côté physique. Parce que il faut se rappeler que toutes les phases des candidats sont affichées à la sortie des écoles. Et en fait, le premier contact des enfants avec des candidats, c'est quand ils sortent, quand ils arrivent ou quand ils sortent de l'école. Et ils voient placarder tous les candidats avant le premier tour. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Et je peux vous dire que ce n'est pas piquer des verres d'écouter les commentaires des enfants sur la coiffure de l'un ou de l'une, même sur le slogan, qu'ils ne comprennent pas toujours. Et donc, ils vont s'accrocher à des tout petits détails. Mais ce qui montre à quel point, finalement, oui, vous avez raison, nous adultes, nous nous concentrons sur le discours. Mais en fait, nous sommes un tout. Nous sommes un être qui bouge, qui mange, qui parle, qui rigole, qui s'inquiète et qui est aussi réfléchi. Et nos représentants, qu'ils soient maires, députés ou présidents, ils sont comme nous en fait. Alors quand on est petit, tout est prétexte pour jouer. Alors vous avez lancé un jeu de loi version présidentielle dans votre magazine. Alors apprendre en jouant, c'est la méthode la plus efficace pour intéresser les enfants à des sujets qui, a priori, au premier abord, sont un peu ennuyants pour eux. Alors ça, c'est effectivement un des outils qu'on va utiliser régulièrement. Pour les petits, on a eu effectivement une illustration très, très détaillée, mais on peut aussi utiliser le jeu. C'est leur mode de communication entre eux. Ils sont encore à l'âge où ils jouent énormément. Et le jeu, c'est aussi un mode d'apprentissage. Parce qu'on peut se tromper, on peut recommencer, on peut aller en arrière. C'est un peu comme si on faisait de la pâte à modeler, si vous voulez. Vous voyez, on éprouve avec son corps, avec ses sensations, les choses, et on apprend finalement d'une autre manière qui est moins scolaire. Donc le jeu est un outil vraiment intéressant, et ce qu'on cherchait aussi à montrer, c'était par ce jeu qui est une course à la présidentielle, que la vie de candidat, c'est quand même pas rigolo tous les 4 matins. Alors pour les plus grands, maintenant les lycéens, vous avez dans le magazine Phosphore proposé un décryptage des stratégies de chaque candidat sur les réseaux sociaux. Alors c'est la grande nouveauté de cette campagne, l'apparition de TikTok, une application largement utilisée par les jeunes. Les communicants l'ont bien compris. Il faut donc apprendre aux jeunes à avoir du recul sur les vidéos qu'ils voient. C'est le message que vous avez voulu faire passer ? Absolument, parce qu'en fait, vous citez TikTok à raison, c'est un réseau social qui n'existait pas il y a 2 ans et qui aujourd'hui a envahi les smartphones des jeunes. Et puis on voit que la proportion de jeunes adultes commence à arriver, et peut-être que dans 1 an et demi, tous les adultes seront sur TikTok. C'est vraiment un réseau avec une viralité extrêmement forte, avec un montage très spécifique. Et effectivement, les communicants des candidats ont dû s'adapter à ces nouveaux modes de communication. Et ils ont été contraints, mais quand je dis contraints, je parle d'une contrainte positive. Ils ont été tenus de s'adapter au réseau pour arriver à faire passer leurs idées. Et c'est comme nous, quand on fait des jeux pour faire comprendre la vie d'un candidat à des enfants, finalement, ils ont dû aussi utiliser
les codes des réseaux sociaux pour essayer de mieux faire comprendre leur message d'une manière peut-être moins descendante. Après, avec toujours les risques des fake news, des gens qui peuvent détourner des images, qui peuvent créer ce qu'on appelle des mèmes. Donc se mettre sur des réseaux sociaux, c'est aussi s'exposer au détournement. Mais cependant, le détournement, il est historique. Dans d'autres époques, on détournait d'autres manières. Les chansonniers brocardaient les hommes politiques. Donc finalement, c'est une manière très contemporaine de se mettre en risque. Rapidement, est-ce que vous pensez poursuivre ce travail pédagogique dans le cadre des élections législatives qui vont arriver en juin ? On va voir si on a des questions. En tout cas, oui, c'est certain. Les élections sont des moments clés et ce sont des moments que les enfants connaissent puisqu'ils élisent eux-mêmes leurs représentants au sein des classes. Ils élisent les délégués de classe. Et c'est une des premières bases de l'éducation civique, c'est d'apprendre le fonctionnement des élections. Donc des délégués de classe, des éco-délégués maintenant, et puis aussi parfois des enfants qui sont élus dans les conseils municipaux. Merci beaucoup. Donc, le défi, voilà. Merci beaucoup Delphine Solière d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Les spéciales de l'info. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur notre application Radio Sensation.